Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce samedi 25 mai de l'an de grâce 2013 pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Et comme à notre habitude, ce jour encore, nous allons faire le tour du monde en information. Déjà la première partie de votre magazine d'information qui est réservée au reportage et la seconde partie à la presse écrite. Nous allons savoir ensemble ce que nous ont réservé et traité comme information nos confrères de la presse écrite. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Dans un instant, la première partie, elle est réservée au reportage. Accompagné de son chef de diplomatie Djibril Bassolé, l'émissaire malien Thiébilé Dramé, médiateur régional dans la crise malienne, qui compte engager dans les prochains jours des discussions avec les groupes armés occupant la ville de Kidal, a rencontré lundi à Ouagadougou le président burkinabé Blaise Compaoré. L'émissaire du président malien de transition Diankouta Traoré n'a pas fait de déclaration à la sortie. Kidal, ville du nord-est du Mali, est occupée par deux groupes armés Touareg, le Mouvement national de libération de l'Azawad et le Mouvement islamique de l'Azawad, d'ici des islamistes armés dans Sardine. Ils refusent l'entrée de l'armée et de l'État malien dans la ville, hypothéquant la tenue de l'élection présidentielle prévue dans le pays en juillet. La mission de Dramé est d'établir les contacts avec tous les groupes armés en vue de créer un environnement sain pour permettre la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Il faut dire que son déplacement au Burkina Faso est le premier voyage à l'étranger effectué par cet émissaire dans le cadre de sa mission. Une élection présidentielle réclamée par la communauté internationale est prévue au Mali en juillet prochain. Le président Diankouta Traoré a assuré la semaine dernière qu'il ferait tout pour qu'elle débute le 28 juillet. La principale difficulté sera d'organiser le scrutin dans le nord du pays en raison de la situation à Kidal et des attaques sporadiques menées par les djihadistes qui occupaient la région depuis 2012 avant d'en être chassés depuis janvier par une opération militaire franco-africaine. L'armée nigériane a annoncé lundi avoir repris 5 localités aux islamistes dans l'état de Borno et elle a décidé d'envoyer 1000 hommes en renfort au 6e jour de l'offensive contre les insurgés de Boko Haram dans cette région. L'armée a sécurisé les environs de Nyomar, Rossari, Krenoa, Wulgo et Chikungulalo après avoir détruit toutes les bases terroristes situées autour de ces localités et assuré la protection et la liberté des habitants. Toutes ces localités sont situées à proximité de la frontière camerounaise et étaient considérées comme des fiefs du groupe islamiste. Des milliers de Nigérians ont fui vers les villages du nord au Cameroun. Selon une source sécuritaire camerounaise, depuis que le Nigeria a décrété l'état d'urgence, des milliers de Nigérians sont arrivés dans l'arrondissement de Fotokol, au nord Cameroun. Lorsqu'il a décrété le 14 mai l'état d'urgence dans les États voisins de Borno, Yobe et Adamawa, le président Goodluck Jonathan a reconnu que les insurgés avaient pris le contrôle de certaines zones d'où ils avaient retiré le drapeau nigérian et chassé les représentants de l'État. À Maïdougouri, capitale de l'État de Borno et fief historique de Boko Haram, où un couvre-feu permanent est en vigueur dans 12 quartiers, les patrouilles militaires se sont intensifiées lundi. Des soldats tiraient en l'air depuis leurs véhicules pour libérer le chemin à leur passage, selon des habitants. L'armée a annoncé lundi y avoir arrêté environ 120 terroristes alors qu'ils organisent l'enterrement d'un de leurs commandants tué la veille. Pour couper toute possibilité de ravitaillement des islamites, l'armée impose un blocus de la région. Conséquence, le prix des denrées grimpe à Maïdougouri et dans les localités du nord de Borno, les camions de marchandises ne pouvant circuler librement à l'entrée et à la sortie de la ville. Jusqu'à présent, l'offensive a fait quelques dizaines de morts parmi les insurgés et 3 victimes parmi les soldats, selon l'armée. Il est difficile de vérifier ces informations de sources indépendantes et de mesurer l'impact du conflit sur les populations civiles, car les liaisons téléphoniques sont coupées dans les États de Yobe et Borno. Les autorités algériennes ont dénoncé lundi des fausses informations publiées sur l'état de santé du président Abdelaziz Bouteflika
hospitalisé en France depuis plus de 3 semaines, affirmant que son pronostic vital n'a jamais été engagé et qu'il se reposait. Après avoir subi des examens médicaux à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris, le président de la République, dont le pronostic vital n'a jamais été engagé et qui voit son état de santé s'améliorer de jour en jour, est tenu sur recommandation de ses médecins d'observer un strict repos en vue d'un total rétablissement, selon une déclaration du Premier ministre Abdelmalek Salah. La maladie du président Bouteflika ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir, affirme encore le chef du gouvernement, dont c'est la première déclaration depuis le 11 mai sur la santé du chef de l'État, âgé de 76 ans et déjà soigné en 2005 pour ulcère hémorragique à l'estomac. Le Premier ministre a réitéré comme le 11 mai qu'en convalescence en France, le président de la République suit formellement les activités du gouvernement en attendant son retour en Algérie. En l'absence d'informations officielles sur la santé du chef de l'État, des informations publiées ces derniers jours en France et en Algérie faisant état d'une aggravation de son état de santé touchant des centres vitaux. Il a même été indiqué qu'il serait dans un état comateux. Ces derniers jours, les appels se sont multipliés dans la presse en vue de l'application de l'article 88 de la Constitution sur une procédure d'empêchement du président. L'avocat Ali Aya Abdenour, un chef historique de l'opposition, a appelé Bouteflika à passer la main, jugeant que la maladie rendait indispensable son retrait après 14 ans au pouvoir. Dans le camp présidentiel, le Front de Libération Nationale, premier parti de l'Assemblée nationale avec 208 députés sur 462, la prudence est de mise. Sur le terrain social, les grèves ont repris récemment dans le sud du pays. Ce sont maintenant des milliers de chômeurs qui réclament haut et fort un emploi, un logement, un avenir que pourtant Abdelaziz Bouteflika avait promis meilleur en lançant toute une série de réformes dont la dernière constitutionnelle est en cours d'élaboration. Après des affrontements dimanche à Tunis qui ont opposé militants salafistes et policiers, le Premier ministre tunisien a pour la première fois qualifié de terroriste le mouvement djihadiste Ansar al-Sharia à l'origine de ce rassemblement. Son leader Abu Iyad, issu d'Al-Qaïda, a assuré dans la soirée que ses partisans ne pouvaient être vaincus. Le pouvoir tunisien se voulait intransigeant, mais il n'a pu éviter un nouvel affrontement entre salafistes et forces de l'ordre. Dimanche, un rassemblement des partisans du mouvement Ansar al-Sharia a dégénéré, faisant un mort parmi les manifestants et 18 blessés, dont 15 policiers. Les heurts auraient fait une deuxième victime, selon le groupe djihadiste et une source policière, ce que dément le ministère tunisien de l'Intérieur. Ansar al-Sharia, qui signifie partisan de la loi islamique, avait appelé ses adeptes à manifester. Depuis le Qatar, le Premier ministre Ali Larayed, issu du mouvement islamique Ennahda, s'est montré très ferme à l'égard de ce rassemblement. Alors que le pouvoir tunisien est régulièrement accusé de double langage pour avoir longtemps entretenu des relations ambiguës avec les djihadistes, le chef du gouvernement a qualifié pour la première fois l'organisation des salafistes des terroristes. Ce groupe exerce la violence, s'oppose à l'État et se rebelle, a-t-il également affirmé lundi. Ansar al-Sharia, aujourd'hui principal mouvement salafiste du pays, est considéré comme proche d'Al-Qaïda. Il a été créé après la révolution de 2011 par Abu Iyad, alors libéré après 8 années de prison. Ce vétéran Afghanistan est lui-même issu de la mouvance terroriste mondiale. Il est notamment impliqué dans l'attentat qui a tué le commandant Massoud, chef de la résidence aux talibans afghans le 9 septembre 2001. À 47 ans, Abu Iyad est en fuite depuis l'attaque de l'ambassade des États-Unis en septembre dernier, qui avait fait 4 morts parmi les assaillants. Il est soupçonné d'être l'instigateur de plusieurs autres attaques dans le pays depuis. Son groupe n'a pas d'existence légale, mais prend le recours aux armes contre le pouvoir tunisien. Très actif dans les quartiers populaires, il revendique 40 000 membres. Le gouvernement tunisien est confronté à la menace djihadiste depuis plusieurs mois maintenant. Le mariage homosexuel, une fois de plus, à la table des députés. Les députés britanniques s'acheminaient vers une adoption du projet de loi autorisant le mariage en personnes du même sexe,
malgré un nouveau geste de défi lundi soir d'une partie des conservateurs à l'égard du Premier ministre David Cameron favorable au texte. À la veille d'un vote sur le projet de loi prévu mardi, dernière étape devant la Chambre des communes, avant un passage à la Chambre des lords, le gouvernement et l'opposition travailliste sont parvenus à un accord de dernière minute pour faire échouer un amendement qui mettait en péril l'ensemble du texte. Lundi soir, à l'issue de plus de 5 heures de débat, 70 députés, dont 56 conservateurs, ont voté en faveur de cet amendement accusé par le gouvernement d'être destiné à faire dérailler l'ensemble du projet de loi, tandis que 375 s'y opposaient. Une première version du projet de loi sur le mariage gay avait été adoptée en février à la Chambre des communes par 400 voix contre 175. Le projet de loi prévoit de permettre à des couples de même sexe de se marier civilement et laisse aussi aux diverses confessions la possibilité de célébrer ou non des unions homosexuelles religieuses, à l'exception toutefois notable de l'Église anglicane, majoritaire dans le pays et pour laquelle le mariage gay restera proscrit. Il faut dire que les couples homosexuels britanniques ont déjà les mêmes droits parentaux que les couples hétérosexuels depuis 2005. « 91 morts et au moins 145 blessés graves, c'est le lourd bilan survenu après une tornade géante qui a secoué la banlieue de l'Oklahoma, une ville de 55 000 habitants dans le sud-ouest des États-Unis. Au moins, 7 enfants sont morts dans l'effondrement d'une école élémentaire et 24 personnes y étaient portées disparues. Une autre école élémentaire a été touchée, mais aucune victime n'a été recensée. La tornade faisait à son plus fort jusqu'à 3 km de large. La météo nationale a évalué la tornade à une force EF4, l'échelle de grandeur pour les tornades, ce qui implique une vitesse de vent comprise entre 260 à 320 km par heure. Une course contre la montre s'est engagée pour essayer de retrouver avant la nuit le maximum de rescapés sous les décombres, ainsi que des corps éventuels. Barack Obama, le chef d'État des États-Unis, a appelé la gouverneure à activer l'aide fédérale. De l'aide a également été offerte par les États environnants. Il faut dire que les tornades touchent souvent les plaines de l'Oklahoma, mais rarement les zones habitées. Des soldats israéliens ont ouvert le feu dans la nuit de lundi à mardi après avoir été pris pour cible par des tirs en provenance de Syrie, a indiqué l'armée dans un communiqué. Au cours de la nuit, une patrouille de Tsahal a été la cible de tirs près de la frontière syrienne dans le plateau du Golan. Aucun blessé n'est à déplorer, le véhicule a été endommagé. Les soldats de Tsahal ont répondu en couvrant le feu avec précision et en hâtant la source des tirs, peut-on lire dans le communiqué. Tsahal s'inquiète des récents incidents dans le nord du pays et a déposé une plainte auprès des forces des Nations Unies en fonction dans la région, ajoute le texte. Un incident du même type s'était déjà produit dans la nuit de dimanche à lundi lorsque des tirs en provenance de Syrie avaient touché un secteur du Golan occupé par Israël. Selon les médias locaux, le point d'impact des tirs avait été à proximité d'une patrouille militaire israélienne. L'armée israélienne, qui n'avait pas confirmé l'information, n'avait pas répliqué. À la suite de l'incident, Israël avait saisi la force d'observation des Nations Unies déployée dans la zone depuis 1974. Depuis le début du conflit en Syrie, la situation s'est tendue sur le Golan, mais les incidents sont restés jusqu'à présent relativement limités. Des projectiles tirés de Syrie ont touché le mont Hermon, point culminant du Golan occupé par Israël, entraînant la fermeture aux visiteurs de ce site touristique habituellement fréquenté. Israël, officiellement en état de guerre avec la Syrie, occupe depuis la guerre de 1967 quelques 1200 km du plateau de Golan qu'il a annexé, une décision que n'a jamais reconnue la communauté internationale. L'affaire Mediator, un des plus grands scandales sanitaires français, était de retour devant la justice mardi et mercredi au tribunal correctionnel de Nanterre après avoir tourné court il y a un an pour des raisons de procédure.
Les laboratoires Servier qui fabriquaient ce médicament sont visés par 3 citations directes pour tromperie aggravée. Jacques Servier, âgé de 91 ans, a pris place brièvement mardi sur le banc des prévenus en Nanterre pour le premier procès pénal du Mediator, un médicament accusé d'avoir déjà causé des centaines de morts en France, quittant la salle au bout de 2 heures pour raison de santé. Les conseillers des laboratoires Servier ont de nouveau réclamé l'annulation du procès. Destiné aux diabétiques mais largement prescrit comme coupe-faim, le Mediator pourrait avoir causé à long terme la mort de 1300 à 1800 personnes par valvulopathie, c'est-à-dire la déformation des valves cardiaques, selon un rapport d'experts judiciaires rendu public en avril. Il a été commercialisé de 1976 à 2009 en France. À Nanterre, près de 700 parties civiles demandent de réparation sans attendre l'issue de l'instruction menée parallèlement par le parquet de Paris sur les mêmes faits. Ces victimes présumées ont misé sur une procédure rapide, une citation directe pour tromperie aggravée, dans laquelle leur revient la tâche d'apporter les preuves sans avoir accès aux investigations parisiennes. Elle reproche à Jacques Servier de les avoir délibérément trompés sur la composition du Mediator. Les malades n'auraient pas été informés sur la nature anorexigène de son principe actif, le benfluorex à l'origine du développement de la valvulopathie et d'hypertension artérielle pulmonaire, pathologie rare actuellement incurable. À l'audience, les avocats de Servier qui avaient obtenu un report du procès il y a 1 an ont entamé une nouvelle bataille procédurale susceptible d'entraîner un nouveau renvoi. Pour maître Charles-Joseph Ourdin, conseil d'une centaine de parties civiles à Nanterre, si la procédure n'a pas pu avancer, c'est par l'énergie considérable des laboratoires Servier qui ont tout mis en œuvre pour ne pas assumer leurs responsabilités. Nous passons immédiatement à la seconde partie de votre magazine d'information, Le Monde en 60 minutes. C'est la presse écrite et bien sûr nous allons commencer par la journée de lundi dernier en France. Déjà avec dans les colonnes du quotidien catholique La Croix, la Pentecôte a été célébrée par les catholiques et les engagés. Le journal nous apprenait que dans une société déchristianisée, les catholiques n'ont pas renoncé à s'engager et le font sous des formes entièrement diverses. Le Figaro nous disait comment le pape François bouscule l'église devant plus de 200 000 fidèles place Saint-Pierre pour la messe de la Pentecôte. Le Saint-Père a appelé l'église catholique à ne pas s'enfermer sur elle-même dans un monde en mutation. Météo France prévoyait déjà de la pluie jusqu'à mai, nous apprenait déjà le Havre Presse lundi qui parlait d'un temps de Toussaint. Pluie incessante, température quasi hivernale, le printemps est catastrophique et selon les prévisions, l'été n'est pas pour tout de suite. Pour le journal de Grenoble, Le Dauphiné libéré, l'hiver s'éternise. 30 ans qu'un printemps n'avait pas été aussi mauvais. Le quotidien relevait que non seulement le soleil est aux abonnés absents, mais les températures ne décollent non plus. Il faut le dire, pour les météorologues, cette double peine n'était plus arrivée depuis 1983. Conséquence, le Rhône déborde, la neige joue les prolongations. Et si quelques éclairs sont prévus dans la semaine, il faudra encore beaucoup de patience pour que le beau temps s'installe réellement. Drone de guerre, pouvait-on lire à la grande une de Libération qui nous apprenait lundi que la France va acquérir 2 Reapers américains, une arme controversée utilisée par les États-Unis pour mener une guerre secrète contre les terroristes. En page 8, Libé revenait sur l'affaire Karachi et la preuve qui gêne Balladur, selon le journal, des factures relient directement un intermédiaire en armement au financement de la campagne présidentielle. LVMH contre Hermès, les dessous d'une longue guerre secrète rapportait Le Monde lundi dernier. Avocat réputé, recours aux paradis fiscaux, montage complexe. Le Monde révélait lundi un rapport de l'autorité des marchés financiers qui affirme que le numéro 1 du luxe a secrètement organisé sa montée au capital du Cellier pendant 10 ans. Le quotidien soulignait que l'AMF se réunira le 31 mai prochain pour examiner les griefs contre LVMH qui conteste vigoureusement les conclusions du gendarme des marchés. Dans un entretien au Monde, le président de l'UMP, Jean-François Copé, voulait faire en tout cas des élections municipales de 2014 l'enjeu principal de la droite. Le journal du Pays Basque Sud-Ouest s'interrogeait lundi le français en danger à la fac. Le quotidien en voulait pour preuve le projet de loi qui a été examiné en tout cas cette semaine et qui permettrait d'élargir l'usage de l'anglais comme langue d'enseignement. Sud-Ouest soulignait que le débat fait rage actuellement du côté de l'Hexagone. Une interrogation également à la grande une de La Voix du Nord, lutte contre le chômage, emploi d'avenir, comment tenir le cap.
Selon le journal lillois, l'une des mesures phares de la politique de l'emploi du nouveau gouvernement patine quelque peu. Environ 20 000 contrats d'avenir avaient été signés début mai, dont 1480 dans la région. Or, l'objectif, souligne déjà nos confrères, est de 100 000 en France d'ici à la fin de l'année sur 150 000 en tout et de 7 480 dans la région. Mission impossible, c'était en tout cas la question du journal du Nord, La Voix du Nord, c'était lundi dernier. Cahuzac renonce, nous apprenait déjà le Havre Libre lundi. Le journal Havrais nous affirmait que les socialistes respirent. L'ex-ministre du Budget ne sera pas candidat dans la législature partielle du Lot-et-Garonne. Le quotidien de la capitale, Le Parisien, nous apprenait qu'en lundi en tout cas de la Pentecôte, la France est divisée en deux. Celle qui travaille et celle qui prolonge son week-end. Le journal avait d'ailleurs préparé lundi dernier à ses lecteurs un dossier pour comprendre le grand bazar des jours fériés. D'où la une de Le Parisien, journée de solidarité, lundi férié, pas pour tout le monde. Le Parisien rapportait également lundi les dessous d'un divorce entre le Paris Saint-Germain et Carlo Ancelotti. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a signifié au club son intention de partir, mais relevait le journal de la capitale, le président Al-Khelaifi s'y oppose pour l'instant. Sujet qui intéressait d'ailleurs le quotidien du sport et de l'automobile, L'équipe, qui parlait de désaveu. Selon le journal, Carlo Ancelotti souhaite rejoindre le Real Madrid et l'a fait savoir dimanche dernier à ses dirigeants, un signe très fort démontrant que l'Italien ne peut plus travailler en confiance au Paris Saint-Germain. Le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien, dans son dossier du jour, s'était intéressé à l'accueil des handicapés et affirmait qu'il manque des places. Le journal soulignait que si la capacité d'accueil a sensiblement augmenté ces dernières années, l'offre reste toujours insuffisante, comme le montre un récent rapport de l'Agence régionale de santé. France-Guyane s'interrogeait lundi qui payera pour les inondations. Le journal guyanais indiquait que les assurances et surtout les assureurs remboursent difficilement les dégâts dus à une montée des eaux pour les communes les plus touchées. L'objectif est d'obtenir le classement en catastrophe naturelle. Au Luxembourg, le quotidien nous disait qu'après son triomphe à l'Eurovision, le Danemark jubile. Le Danemark se réjouissait dimanche déjà de la victoire de sa représentante au concours Eurovision de la chanson qui a sacré pour la deuxième année consécutive une interprète scandinave. En Suisse, la Tribune de Genève parlait d'affrontements et affirmait que la Corée du Sud mise sur de nouveaux essais de missiles. Selon le journal genevois, la Corée du Sud a prédit lundi de nouveaux tests de missiles de la part de la Corée du Nord après ceux effectués le week-end dernier qui ont poussé le secrétaire général de l'ONU à s'inquiéter des risques d'escalade dangereuse. En Belgique, le soir, nous apprenait que Belfius chasse les assurés qui dérangent. Belfius Insurance, filiale du banque assureur détenue par l'État belge, va faire le grand nettoyage dans sa branche RC Auto en Wallonie et en Bruxelles uniquement. Les propos de Didier Reynders se faisaient d'ailleurs la une de la Libre Belgique lundi. Je suis prêt à devenir ministre-président bruxellois. Il affiche désormais clairement son objectif pour 2014. Il a accordé d'ailleurs une interview au quotidien belge en page 4 à 6 et l'édito qui se trouvait en tout cas en page 64, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes de tous les journaux que nous avons choisis pour vous lundi dernier. Mardi, le quotidien français de l'économie, Les Échos, dans sa livraison du jour, nous disait pourquoi les marchés de la bourse défient la crise. Selon le journal, les marchés bravent la morosité ambiante. Le CAC 40 s'est installé au-dessus du seuil des 4000 points qu'il a franchi vendredi pour la première fois depuis l'été 2011. Les Échos relevaient qu'à Francfort, le DAX est à des hauts historiques, tandis qu'à New York, les grands indices américains volent chaque semaine de record en record. Les investisseurs auraient pourtant bien des raisons de douter. Confirmation de la récession en Europe et notamment en France. Statistiques économiques peu encourageantes depuis une semaine. Aux États-Unis, où les incertitudes se font de plus en plus vives sur la manière dont la Réserve fédérale va adapter sa politique monétaire à la conjoncture. Résultat des entreprises mitigées de part et d'autre et de l'Amérique. Les Échos soulignaient que les marchés sont en fait guidés depuis plusieurs mois par deux thématiques qui emportent tout sur leur passage, l'abondance des liquidités et la recherche effrénée de rendement.
sujet que vous deviez retrouver en page 26-27 et l'éditorial de François Vidal, page 9, et la chronique de Jean-Marc Vittori, page 10. En page 6, les Échos nous apprenaient que 8000 ménages ont payé plus d'impôts l'an passé. Le collectif budgétaire de l'été 2012, avec la contribution exceptionnelle sur l'ISF, explique en partie cette situation, nous apprenait le quotidien français de l'économie mardi dernier. Le quotidien de Bordeaux, Rive Gauche Sud-Ouest, s'était également intéressé à l'étonnant rebond de la bourse et nous parlait de paradoxe parce que la bourse ne semble pas connaître la crise outre-Atlantique. Elle bat même des records. Sud-Ouest analysait pour vous ce phénomène. En page 3, Sud-Ouest nous apprenait que le lundi de la Pentecôte a rapporté 2,4 milliards d'euros en ce vrai faux jour férié qu'est le lundi de Pentecôte transformé en jour de solidarité. Avec les plus âgés, un Français sur 5 a travaillé. Un système complexe mais très fructueux, nous apprenait déjà le journal de Bordeaux Rive Gauche Sud-Ouest mardi dernier. La Croix, journal catholique, confirmait que les catholiques de France fêtent leur foi. Selon le journal catholique, de nombreux événements festifs ont rassemblé des dizaines de milliers de catholiques à l'occasion du week-end de Pentecôte. Pendant ce temps, le temps reste pourri. Et pour nos confrères de la Voie du Nord, ça ne va pas s'arranger sous la pluie et surtout des températures très basses pour la saison. Le lundi de Pentecôte a pris lundi dernier des airs de Toussaint et le pire, c'est qu'aucune amélioration n'est prévue avant le 15 juin prochain, nous apprenait déjà la Voie du Nord. L'humanité qui reste égale à lui-même parlait d'un procès d'une tromperie meurtrière mardi dernier. Jacques Servier et 4 dirigeants du groupe pharmaceutique comparaissaient déjà devant les juges, écrivait le journal fondé par Jean Jaurès. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé la nocivité du médicament. Le Mediator aurait causé la mort de 200 à 1800 personnes. La République du Centre, autre quotidien français, nous disait que Jacques Servier est devant la justice. L'Orléanais, fondateur des laboratoires portant son nom, comparaissait à Nanterre pour tromperie aggravée. Parmi les quelques 700 parties civiles demandant réparation, une dizaine habite déjà le Loiret, nous apprenait le journal La République du Centre. À Toulouse, la dépêche du midi nous affirmait que Jacques Servier est face à ses victimes. Reprise du procès de ce médicament, le Mediator, qui a fait entre 500 et 2000 morts, écrivait déjà le journal de Toulouse, la dépêche du midi. Et il faut continuer déjà avec la dépêche du midi qui nous apprenait que dans le Lot, ce mois de mai est le plus froid depuis 2001. Les services de Météo France sont formels. Ce mois de mai est le plus froid depuis 2001 dans le Lot. Et l'ensoleillement faible n'arrange rien malheureusement. Le mauvais temps devrait perdurer encore cette semaine qui s'achève. Pour le Figaro, dans sa parution du mardi dernier entre l'Europe et la Chine, la guerre commerciale est déclarée. Selon le quotidien bruxellois, s'apprête, en tout cas il faut le dire, Bruxelles s'apprête à prendre des mesures pour protéger les secteurs jugés stratégiques pour l'avenir de l'industrie européenne. La Commission européenne soupçonne déjà Pékin de subventionner ces grandes entreprises qui s'imposent à bas prix sur le marché international. C'est le cas des panneaux solaires où la Chine s'est installée en position de force en Europe. Bruxelles craint désormais pour le secteur ultra sensible des télécoms. Seule l'Allemagne, grand exportateur en direction de la Chine, considère cette guerre commerciale comme une grave erreur, nous apprenait déjà le Figaro dans sa parution de mardi. En page 4, vous deviez trouver en tout cas le Figaro qui nous disait qu'en Syrie, le Hezbollah libanais est en première ligne aux côtés de Bachar al-Assad, le président syrien. Sujet qui avait intéressé en tout cas le monde qui nous disait que Bachar al-Assad reprend la main. Selon le quotidien, le président syrien est en passe de reconquérir Kousser, localité frontalière stratégique. Le régime profite du soutien indéfectible de la Russie et de l'Iran, écrivait déjà Le Monde mardi. La pression diplomatique baisse, relevait le journal français qui affirmait que l'opposition est fragilisée par ces divisions et l'influence croissante des djihadistes. Le journal de la capitale française, Parisien, s'était intéressé au bac 2013 et les pièges de la nouvelle formule. Selon nos confrères, cette année, le baccalauréat change dans la foulée de la réforme des lycées. Le flou règne encore, relevait le quotidien, sur les modalités de certaines épreuves. Élèves et professeurs s'inquiètent aujourd'hui. Même le Parisien s'était intéressé au climat morose du mois de mai et s'interrogeait, c'est quand le soleil? Le journal répondait que le soleil, ce n'est pas pour demain, ni pour les 10 jours qui viennent. Cette météo désastreuse pèse sur le moral des Français et sur l'économie française. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien, dans son dossier de mardi dernier, s'intéressait au chèque en sursis. Selon l'enquête de nos confrères, l'usage du chéquier recule chaque année et les commerçants sont de plus en plus réticents à accepter le rectangle de papier. En Guyane, la dengue fait rage. France-Guyane soulignait 11 000 cas évocateurs en 8 mois d'épidémie. Depuis octobre dernier, on a
dénombré 3650 cas confirmés avec un peu moins de 500 hospitalisations. Alors que l'épidémie ne faiblit pas, on compte près de 700 cas évocateurs par semaine. Au Luxembourg, le quotidien nous affirme que Itzig est inondé. Et comme vous le voyez bien sûr à la grande une du journal, la cité Siminger s'est réveillée les pieds dans l'eau mardi dernier après plusieurs semaines de pluie constante. Ce n'est pas l'Alzette qui a débordé, mais les systèmes d'évacuation qui se sont retrouvés saturés. En Suisse, la tribune de Genève indiquait qu'une tornade meurtrière a ravagé l'Oklahoma. Une puissante tornade avec des vents allant jusqu'à 320 km/h a semé la destruction dans la banlieue d'Oklahoma City au sud des États-Unis, faisant au moins 91 morts et de nombreux blessés. En Belgique, les propos de Verwoest faisaient la une du quotidien belge Le Soir. Le successeur de Piquet a 1 an pour incarner la région, alors que Reinders Presse, le ministre-président, a annoncé déjà une série de mesures immédiates. Objectif 4000 emplois. Dans les prochains jours, il rencontre les communautés pour parler d'enseignement bilingue à Bruxelles. Pour la Libre Belgique, autre quotidien belge, Jean-Marc Noyer rend flou la recherche fondamentale. Le ministre belge de la recherche scientifique a annoncé mardi dernier à la Libre la création d'un nouveau fonds de 11 millions d'euros et d'une centaine de postes de chercheurs dès 2014, c'est-à-dire l'an prochain donc. Le journal belge nous apprenait qu'Anderlecht est champion, le 32e titre à peine en poche. Le club champion a déjà le regard tourné vers la saison prochaine. Les 15 millions de la Ligue des champions permettraient à la direction de préparer les transferts de l'été. À Montréal, le NPD réclamait déjà une enquête de la GRC. Affaire Doffy Wright, le nouveau parti démocratique NPD a demandé à la Gendarmerie royale du Canada, en abrégé GRC, de se pencher sur le don de 90 000 $ versé par le chef de cabinet de Stephen Harper, Nigel Wright, au sénateur conservateur Mike Duffy. Le journal montréalais s'était également intéressé à la tornade dévastatrice dans l'Oklahoma qui a fait 91 morts du côté des États-Unis. Voilà, c'était là les journaux de mardi dernier que nous avons choisis pour vous. Mercredi déjà, l'Europe s'attaquait à ses paradis fiscaux, rapportait le Figaro mercredi à sa grande une. Un sommet européen pour accélérer la lutte contre la fraude fiscale. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni il faut le dire, réclamé à Bruxelles la fin du secret bancaire et l'échange automatique d'informations fiscales entre pays, nous apprenait le journal. Une exigence qui devrait donner lieu à des discussions difficiles avec l'Autriche et le Luxembourg, dernier bastion de la dissimulation des revenus sur le vieux continent. Vienne et Luxembourg ont prévenu. Elles accepteront davantage de transparence lorsque les places financières situées hors de l'Union européenne, Suisse, Monaco, Liechtenstein, s'y seront aussi engagées. 1000 milliards toujours au soleil, c'est le titre choisi par le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité, mercredi, qui nous disait que les dirigeants des 27 pays membres de l'Union européenne se penchaient déjà mercredi sur l'évasion fiscale. Or, les habituelles déclarations d'intention, le dumping fiscal a de l'avenir, nous apprenait le journal fondé par Jean Jaurès. Dans sa page 2, dans une enquête, L'Humanité affirmait que les lobbyistes pharmaceutiques sont à l'assaut de Bruxelles. Parlant de fraude fiscale, Libération avait une question: qui a planqué les milliards touchés de plein fouet par la crise, écrivait le journal mercredi. Les pays européens cherchent à se coordonner pour récupérer les sommes colossales qui échappent à l'impôt. Dans ses pages 8 et 9, Libération nous affirmait que l'Oklahoma est une ville en miettes après le passage d'une tornade qui a laissé 91 morts sur le carreau. Sujet qui intéressait d'ailleurs le journal de Bordeaux-Rive gauche sud-ouest qui parlait d'un souffle d'effroi et revenait sur le drame dans l'Oklahoma. Le quotidien indiquait le phénomène climatique qui a endeuillé les États-Unis existe aussi en France, mais sans jamais atteindre la même ampleur. Le journal de Grenoble nous disait, lui, que des vents allant jusqu'à 321 km/h et un diamètre de 3 km, une tornade a semé la mort et la destruction lundi dans l'Oklahoma. Elle se distingue par sa violence et parce qu'elle a touché une ville. Le Dauphiné libéré avait d'ailleurs fait un retour sur ces phénomènes météo qui touchent les États-Unis d'Amérique, mais parfois aussi la France, d'où la une du journal. Tornade meurtrière, le phénomène. Le Monde nous disait que c'était une tornade géante qui a dévasté la banlieue d'Oklahoma City. Un premier bilan fait état de 91 morts, dont au moins 20 enfants, la plupart coincés
dans une école. La grande une du quotidien Le Monde était consacrée à une énergie trop chère et polluante avec le cri d'alarme du patron de GDF Suez. Dans un entretien au Monde, Gérard Mestraillet condamne la politique européenne qui renchérit le coût de l'énergie tout en laissant dériver les émissions de CO. Avec les présidents des 7 géants de l'électricité en Europe, il défend l'urgence d'une stratégie commune à la veille du sommet de Bruxelles consacré à l'énergie. L'Europe risque de devenir le seul continent à dépendre de l'énergie importée, appuyait d'ailleurs le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, dans les colonnes du quotidien français Le Monde dans sa parution de mercredi dernier. Le quotidien catholique La Croix nous disait que la France, la finance solidaire mise sur l'environnement. La Croix publiait d'ailleurs le baromètre annuel de l'épargne solidaire et enquêtait sur la prise en compte croissante de l'environnement dans les projets de l'économie sociale. Parlant des cotisations sociales, le quotidien français de l'économie notait des redressements records. Le journal relevait que les chiffres ne sont encore que provisoires et les données utilisées ne seront publiées que cet été. Mais la tendance est claire. Le bilan 2012 des contrôles réalisés par les URSSAF devrait, selon nos confrères, faire état d'un nouveau record en matière de redressement. Ceci, proche de 1,2 milliard d'euros en 2011, soit plus 15%, aurait atteint environ 1,4 milliard en 2012. Nos confrères notaient que parmi les motifs de redressement figurent des sanctions pour travail au noir. Les montants réclamés atteindraient environ 260 millions en 2012 contre 220 millions en 2011, soit une hausse de près de 20%. Les fraudes détectées pour travail illégal ont été multipliées par 8 en 10 ans. Le bilan 2012 du contrôle fiscal avait déjà montré une hausse de 10% des droits et pénalités réclamés. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, comme tous les autres quotidiens et journaux, s'était intéressé à la tornade meurtrière qui a frappé la ville de Moore dans la banlieue de Oklahoma City et qui a été dévastée en quelques minutes. À ce propos, le journal s'interrogeait: la France est-elle à l'abri de ce phénomène? Belle interrogation de nos confrères. La grande une de Le Parisien était consacrée à l'apprentissage des langues et il nous affirmait que l'anglais, on ne peut plus s'en passer. Au-delà de la polémique sur les cours en anglais dans les facs françaises, un constat s'impose, notait le journal: ne pas maîtriser cette langue est un handicap dans sa vie professionnelle et dans celle de tous les jours. Le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien rapportait une bonne nouvelle mercredi. La grève au port Est a été levée. Le journal titrait: Cermat, fin de conflit. Nos confrères écrivaient déjà: après 19 jours de grève et à la Cermat, une journée de médiation de plus de 7 heures. Déjà mardi dernier, le conflit qui a bloqué le port Est et une partie de l'économie réunionnaise a trouvé solution. Le projet de 19 licenciements a été abandonné. L'activité portuaire a repris le même mercredi matin. En Guadeloupe, France Antilles nous disait déjà que mardi dernier, les obsèques de Wendy Miat se sont déroulées sous haute surveillance à Barré-Maholt. Lors de la veillée, le journal nous apprenait que plusieurs individus ont fait feu sur les personnes présentes. Bilan: 18 blessés, dont un bébé, d'où la une de France Antilles, coup de feu et panique à la veillée. Dans le registre de mauvaises nouvelles, au Luxembourg, le quotidien nous apprenait qu'il y a eu 34 tués sur les routes luxembourgeoises en 2012. Suivant le bilan des accidents de la route présenté mardi par le ministère des Transports, 34 personnes ont trouvé la mort en 2012 dans un accident de la route. Un constat alarmant qui pousse le gouvernement luxembourgeois à instaurer des sanctions plus sévères. En Suisse, la Tribune de Genève rapportait des problèmes d'ados et faisait savoir qu'une campagne de Pro Juventute sensibilise les parents. Selon le journal, Pro Juventute lance une campagne de sensibilisation sur la puberté. L'objectif est d'informer la population sur les défis auxquels doivent faire face les parents et leur indiquer où ils peuvent trouver de l'aide. En Belgique, le boss des maths est tout simplement un Belge, nous apprenait la Libre Belgique mercredi dernier. Pierre Deligne a reçu mardi à Oslo le prix Abel, considéré comme le prix Nobel de mathématiques. Pour le soir, autre quotidien belge, les Wallons se détournent du solaire. Pour cause, les commandes se font rares chez les installateurs de panneaux photovoltaïques depuis la révision du mécanisme de soutien. Et puis on va terminer la journée de mercredi par Montréal avec le métro qui titrait 2,7 millions de dollars dans les coffres du parti de Vaillancourt. Plus de 2,7 millions de dollars
il faut le dire, argent comptant aurait rempli les coffres du parti PRD, le Valois en tout cas de l'ex-maire Gilles Vaillancourt. Entre 2003 et 2009, cet argent, 2% de la valeur des contrats de construction, provenait des 18 firmes qui se partageaient le territoire levallois, nous apprenait déjà le quotidien montréalais, le Métro. Et puis également dans les colonnes de ce journal, vous deviez trouver tout simplement que 25 artistes réunis pour les 25 ans des Franco de Canada. Voilà, madame, monsieur, c'était là la journée de mercredi. Jeudi dernier, en France, dans l'affaire Tapie, Libération nous disait que la garde est le fusible de Sarkozy. Selon ce journal, la directrice du Fonds monétaire international et ancienne ministre risque une mise en examen pour son rôle dans le règlement et le versement de 400 millions à Bernard Tapie, proche de l'ex-président de la République. On parle là de Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy. Pour le quotidien de Bordeaux-Rive-Gauche, Christine Lagarde est rattrapée par l'affaire Tapie. L'ancienne ministre et actuelle directrice du Fonds monétaire international a été convoquée en tout cas jeudi, par la Cour de justice de la République en vue d'une mise en examen, écrivait déjà le journal de Bordeaux-Rive-Gauche. Dans l'affaire Lagarde, Le Monde nous apprenait que l'État est prêt à contester l'arbitrage favorable à Bernard Tapie. Selon le journal, Pierre Moscovici, ministre français de l'économie, annonce que l'État envisage un recours en révision contre l'arbitrage qui a octroyé 403 millions d'euros à Bernard Tapie. François Hollande, qui s'est entretenu avec Mme Lagarde, l'a assuré de son soutien et surtout de la France pour son maintien à la tête du Fonds monétaire international. Jeudi donc, Le Monde révélait le réquisitoire accablant de la Cour de discipline budgétaire et financière contre la procédure de conciliation. C'était en page 6 et 7 du quotidien Le Monde. En page 2, Le Monde indiquait qu'en Iran, le régime verrouille l'élection présidentielle. La candidature de Rafsanjani est soutenue par les réformateurs et a été validée par le guide suprême. L'affaire Tapie avec Christine Lagarde qui s'explique devant la justice a pris quelques colonnes dans le Figaro, précisément en page 9. Pour le quotidien, elle doit s'expliquer sur la décision de l'État d'avoir eu recours à un arbitrage privé, se soldant en 2008 par le versement de 403 millions d'euros à l'homme d'affaires français Bernard Tapie. Comme tous les journaux, le Figaro relevait qu'elle pourrait, à l'issue de l'interrogatoire, être mise en examen. La grande une du quotidien français Le Figaro était consacrée à l'école et le journal de nous dire que la Cour des comptes dénonce l'erreur de Hollande. L'institution présidée par le socialiste Didier Migaud épingle dans un rapport dévoilé mercredi plusieurs dysfonctionnements dans la gestion de l'éducation nationale. La Cour des comptes estime ainsi que l'école ne souffre pas d'un nombre trop faible d'enseignants, mais d'une utilisation défaillante des moyens existants. Annualisation du temps de travail, prérogatives accrues pour les directeurs d'école et chefs d'établissement allant de pair avec une gestion plus locale, enseignement de 2 disciplines pour tous les enseignants du collège et bien d'autres griefs encore. Autant de préconisations qui hérissent les syndicats, lesquels voient clairement dans ce rapport une remise en cause des 60 000 postes promis par le candidat Hollande lors de sa campagne électorale. Sujet qui a d'ailleurs intéressé jeudi dernier le quotidien français de l'économie Les Échos qui notait la charge contre les 60 000 postes de Hollande. Le journal soulignait aussi que la Cour des comptes critique la réaction de postes décidés par le chef de l'État français. Le rapport dresse des recommandations explosives sur le métier d'enseignant. Information que vous deviez retrouver en page 2 à 4 et l'éditorial de Jean-Francis Pécresse, page 18. En page 22 et l'éditorial de Pascal Paubam, page 15. Les Échos revenaient sur les prix des lunettes et la bataille des opticiens contre Internet. Le quotidien relevait parlant de distribution que Marc Simoncini veut multiplier les actions pour vendre moins cher sur le net. Les opticiens aujourd'hui sont en train de réagir du côté de la France. La pluie et le beau temps. Parlons-en, c'est le titre choisi par le quotidien catholique La Croix qui nous disait que le mauvais temps s'est installé depuis plusieurs semaines sur une bonne partie du pays, un sujet de conversation qui réunit quasiment tous les Français. Le journal fondé par Jean Jaurès, L'Humanité qui restait égale à lui-même, est allé au Bangladesh aux pilules, les forçats de la mode à bas coût, H&M, Zara, Benetton, Carrefour, Auchan et d'autres marques de prêt-à-porter n'hésitent pas à sous-traiter à des usines de la mort, écrivait le quotidien jeudi dernier, à la clé de juteux profits. Dernière grande catastrophe, 1200 victimes. Les ouvriers du textile revendiquent des conditions de travail et des rémunérations décentes. Aujourd'hui en France, titrait jeudi, terrorisme français et djihadiste en Syrie. Selon le journal, ils ne sont que quelques dizaines, mais leur dossier est suivi au plus haut niveau de l'État. Le quotidien a fait une enquête et le portrait de ces Français partis combattre en Syrie et dont le retour en France est aujourd'hui redouté.
En page 10 du même journal, aujourd'hui en France, nous apprenait que les enfants ne savent plus ce qu'ils mangent. Pour certains, des pâtes sont des légumes et une betterave, un objet non identifiable. Le quotidien apportait en tout cas une étude édifiante sur les rapports des enfants français avec la nourriture. Le journal phocéen La Marseillaise s'était intéressé à l'enseignement supérieur et à la réforme qui est contestée. Le projet de loi de la ministre Geneviève Fioraso est soumis à l'examen des parlementaires, écrivait le quotidien. Enseignants et chercheurs se sont mobilisés mercredi avec leurs syndicats et associations pour dénoncer un texte qui ressemble à celui du gouvernement précédent, estime-t-il. En page 5, La Marseillaise nous apprenait que Sylvie Andrieux a été condamnée. Plusieurs personnes ont écopé de peines de prison et d'amende dans ce procès relatif à des détournements de subventions associatives au détriment de la région de PACA. L'élue marseillaise a été, elle, condamnée à 3 ans de prison, dont 1 année ferme et 5 ans d'inéligibilité. Absente déjà mercredi au tribunal, elle a décidé de faire appel. Délinquants juvéniles, les sentiers de la rédemption, c'est le titre choisi jeudi dernier par le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien qui revenait sur l'opération éducative originale où 3 jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse ont traversé la Réunion à pied. Une façon pour eux de tourner le dos à la délinquance et de trouver de fortes motivations pour leur insertion. En Guadeloupe, France-Antilles a remarqué de drôles de pratiques à l'université. Heures complémentaires non justifiées, enseignants en sous-service, dépenses de missions somptuaires et bien d'autres griefs encore. Un rapport de la Cour des comptes épingle sérieusement la gestion par l'Université des Antilles et de la Guyane de ses enseignants. Au Luxembourg, le quotidien revenait sur le sommet européen sur l'évasion fiscale qui met la pression sur l'Autriche et le Luxembourg. Selon le confrère, les dirigeants européens tentaient déjà mercredi de trouver une position commune sur la lutte contre l'évasion fiscale lors d'un sommet qui ne devrait cependant pas déboucher sur des avancées concrètes en raison de la résistance à la levée du secret bancaire de l'Autriche et de Luxembourg. En Suisse, la tribune de Genève titrait Boston, Tamerlan Tsarnaev impliqué dans un triple meurtre. C'était la grande interrogation de nos confrères genevois. Selon le quotidien genevois, un homme tué mercredi en Floride lors d'un interrogatoire avec le FBI avait peu avant sa mort avoué son implication dans un triple meurtre commis selon lui avec Tamerlan Tsarnaev, un des auteurs présumés de l'attentat de Boston. En Belgique, la Flandre attire le chômeur bruxellois, indiquait le soir, qui nous affirmait ce jeudi-là que la pénurie de main-d'œuvre en Flandre attire des travailleurs de la capitale. Les Wallons, eux, bougent moins qu'avant, nous apprenait en tout cas le journal. Pour la Libre Belgique, autre quotidien belge, eh bien, c'est un sale temps, mais pas pour tous. Au Canada, le métro nous apprenait que plus d'1 million de Montréalais sont contraints de faire bouillir leur eau. Plus de 1,3 million de Montréalais, précisait déjà le quotidien, doivent faire bouillir leur eau depuis mercredi matin. Des travaux à la station de production d'eau potable Atwater sont à l'origine de cet avis d'ébullition préventif. Sujet qui avait intéressé d'ailleurs jeudi le journal de Montréal qui nous disait qu'un avis d'ébullition d'eau frappe la métropole et complique la vie de ses résidents depuis mercredi matin. Un risque potentiel de contamination de l'eau potable a causé bien des maux de tête et même de l'inquiétude chez les 1,3 million de Montréalais mercredi dernier. C'était à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien montréalais, le journal de Montréal. Et puis on va terminer cette seconde partie de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes par la journée de vendredi en France. Déjà les nouveaux terroristes, c'était le titre choisi par Libération vendredi. À ce propos, le quotidien s'interrogeait comment repérer et museler ces tueurs isolés et radicalisés. Après l'assassinat d'un soldat à Londres, le journal français revenait sur le phénomène des loups solitaires. En pages 30 et 31, Libération rapportait une triste nouvelle pour les fans de Georges Moustaki qui sera inhumé lundi prochain. L'adieu au Métèque, c'était le titre choisi pour parler bien sûr de ce grand chanteur et poète. Eh bien, pour le journal fondé par Jean Jaurès l'Humanité, le Métèque vous salue bien. Georges Moustaki s'est éteint déjà jeudi à l'âge de 79 ans. Chanteur, parolier, poète, il était selon le quotidien l'un des derniers géants. Meurtre de Londres, la piste du terrorisme islamiste, pouvait-on lire vendredi à la une du quotidien français Le Monde qui nous disait que les 2 hommes qui ont tué un soldat britannique à coups de couteau de boucher disent avoir agi au nom d'Allah. Le journal indiquait que c'est la première fois depuis 2005 que le Royaume-Uni est touché par un acte terroriste. En réaction, un groupuscule d'extrême droite a attaqué plusieurs mosquées. Après Mira en France et les frères Tsarnaev à Boston, les Occidentaux redoutent les actes isolés.
Il y a également le terrorisme islamiste du Mali au Niger, nous apprenait la Croix. Le journal catholique notait que le Niger, qui a participé, contribué aux côtés de la France et du Tchad à évincer les groupes terroristes du nord du Mali, a été la cible de 2 attentats. La Croix soulignait par ailleurs qu'à Londres, un soldat a été tué en lien avec le conflit en Afghanistan. Même tonalité à la une du quotidien de Bordeaux Rive Gauche qui titrait « Le Moudjao frappe la France au Niger ». Le groupe djihadiste a revendiqué le double attentat de jeudi qui visait l'armée nigérienne et un site de traitement d'uranium français Arriva. Dans sa page 5, le Figaro s'intéressait au sujet et indiquait que les djihadistes frappent le Niger et les intérêts français. La grande une du Figaro était consacrée aux réformes avec Hollande qui fait l'éloge du modèle allemand. Invité d'honneur du 150e anniversaire de la fondation du SPD à Leipzig en Allemagne, François Hollande a prononcé son discours devant le président Joachim Gauck, la chancelière Angela Merkel et Gerhard Schröder. Écrivait déjà le quotidien qui poursuivait qu'il a rendu un vibrant hommage appuyé à ce dernier en mettant en avant les réformes engagées par la gauche allemande il y a plus de 10 ans. À l'époque, la gauche française avait fortement critiqué la réforme du marché du travail menée par Gerhard Schröder. L'affaire Tapie-Lagarde a fort bien intéressé le quotidien de la capitale française au Parisien, dont les propos de Bernard Tapie faisaient d'ailleurs la une. Il me reste moins de 100 millions. Le Parisien s'interrogeait. L'homme d'affaires a-t-il été favorisé dans le contentieux qu'il a opposé au Crédit Lyonnais? La justice, en tout cas, tente de répondre à cette question en auditionnant Christine Lagarde. Au final, Bernard Tapie pourrait être contraint de rembourser, soulignait déjà le Parisien. Même son de cloche à la une de la Marseillaise qui parlait de la dérive du fric et nous disait que Christine Lagarde a été interrogée durant près de 12 heures par la Cour de justice de la République sur l'affaire Tapie Adidas. L'audition se poursuivait d'ailleurs vendredi. Le coup de froid chinois qui ébranle les marchés, c'est le titre choisi par nos confrères du quotidien français de l'économie Les Échos qui indiquait que cela sonne comme un retour douloureux à la réalité. 2 événements ont brutalement altéré le sentiment d'euphorie qui régnait depuis le début de l'année sur les places financières. Les déclarations surprenantes du patron de la Réserve fédérale américaine Ben Bernanke et un indice manufacturier chinois témoignant d'une contraction de l'activité. Selon le journal, ils ont fait ressurgir des risques que les investisseurs avaient négligemment écartés ces derniers jours. Celui d'une sortie de presque 6 ans de politique ultra accommodante menée par la Fed et celui d'un ralentissement brutal de l'économie chinoise dont les déséquilibres inquiètent de plus en plus les spécialistes. Les Échos relevaient que Tokyo a été la première place à en faire brutalement les frais. Jeudi dernier, l'indice Nikkei a dévissé de 7,32% dans le gros volume d'échanges dans son sillage. Les bourses européennes ont abandonné beaucoup de terrain. À Paris, le CAC 40 a reculé de 2,07%, passant sous la barre symbolique des 4000 points qu'il avait récemment franchi. Le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien, dans son dossier du jour, revenait sur le mariage gay et nous disait que Laurence et Corinne, photo à la grande une du journal, sont prêtes à s'unir. Le journal notait que depuis la promulgation de la loi instaurant le mariage homo le 18 mai dernier, plusieurs couples se sont présentés dans différents états civils de la Réunion. Laurence et Corinne se passeront la bague au doigt dès la mi-juin à Saint-Paul. Un mariage d'amour en même temps qu'un acte militant, soulignait déjà le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien. France Antilles Guadeloupe donnait à ses lecteurs 10 conseils pour déclarer leurs revenus. Conseils et astuces pour remplir correctement sa déclaration d'impôt. Un expert comptable disait d'ailleurs dans les colonnes du journal sur les pièges à éviter et les dispositifs existants, réduction et surtout déduction. Au Luxembourg, Frieden promeut la place en Suède, nous apprenait le quotidien. Le ministre luxembourgeois des Finances a appelé jeudi à introduire des standards internationaux en matière de réglementation fiscale lors d'une mission économique à Stockholm. Sujet que la tribune de Genève a traité vendredi en nous faisant savoir que le modèle suédois est ébranlé par les émeutes. Aujourd'hui, c'est Stockholm, la capitale suédoise, qui connaît des émeutes dans sa banlieue où des jeunes d'origine immigrée ont affronté durant plusieurs nuits les forces de l'ordre. En Belgique, la libre Belgique nous affirme que les Belges veulent qu'Albert II reste à la barre. Wallons, Flamands et Bruxellois pensent que le roi Albert II devrait régner aussi longtemps que sa santé le lui permettra. Ils estiment que Philippe sera bientôt prêt, même si la Flandre émet aujourd'hui des réserves, nous apprenait le quotidien belge, La Libre Belgique. Le soir, autre quotidien belge titrait déjà vendredi un accès unique pour tous les dossiers médicaux. Les données informatisées de tous les hôpitaux et de tous les généralistes wallons sont interconnectées. Bruxelles suivra bientôt, relevait déjà le journal belge. Et on termine par Montréal.
Montréal avec le métro qui nous apprenait que les Montréalais peuvent à nouveau boire l'eau du robinet. La ville de Montréal a annoncé jeudi, peu après 22 h, la fin de l'avis préventif d'ébullition d'eau en vigueur depuis mercredi matin. Et puis on pouvait voir également dans les colonnes du quotidien montréalais, le métro, que Obama s'oppose à une guerre perpétuelle du côté de la Syrie. Voilà, madame, monsieur, ce samedi, nous avons fait le tour du monde comme d'habitude en 60 minutes. La première partie était réservée au reportage. Vous avez vu ce que nous ont apporté les images du monde entier, surtout les informations qui ont été traitées par nos confrères déjà de la télévision et surtout les sujets qui ont été également traités par nos confrères de la presse écrite. Il faut le dire, tout au long de cette semaine, les sujets étaient assez variés. Au plaisir donc de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle édition de votre magazine d'information. Eh bien, restez sur Afrique Média. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous et surtout, bon week-end. Au revoir.